Bonjour et bienvenue donc sur Propulsion Ancienne. Donc aujourd'hui nous sommes dimanche et on va aller à la rencontre de Benjamin qui va nous présenter sa Peugeot 205 GTI. On va aller à sa rencontre directement. Donc elle est de 91, il va un petit peu nous expliquer pourquoi il a voulu une 205, quelles sont ses qualités, ses défauts. Il va vraiment nous raconter tout ça. Allez, on est parti. Monsieur Benjamin, comment allez-vous? Bonjour. Bonjour. Bah ça va très bien. Et vous, ça va? Ça va aussi. Bah écoute, très content d'être là aujourd'hui pour voir ta petite pépite, la 205. Ouais. C'est ta première voiture? C'est pas ma première voiture, mais c'est ma première Youngtimer en tout cas. Ouais. Bah, sinon j'ai eu quelques voitures avant, mais jamais dans ce type de véhicule-là. Tu recherchais une 205 au départ? Pas nécessairement, j'ai regardé plein de modèles et puis je me suis un petit peu reconcentré sur la 205 quand j'ai commencé à analyser les différents modèles, etc. D'accord, ouais. Et puis je suis tombé par chance, par hasard sur ce modèle-là et j'ai craqué. T'as craqué directement. Ok. Tu l'as acheté dans la région? Oui, dans la région, chez une connaissance garagiste qui l'avait en dépôt chez lui. Et voilà, ça s'est fait comme ça assez rapidement. J'ai été la voir, je l'ai essayé et je l'ai prise. Et t'as été conquis? Ouais, directement. Ça fait combien de temps que tu l'as? Je l'ai acheté en début d'année passée, donc ça va faire 1 an et demi que je l'ai. Ouais. Il a fallu faire des travaux dessus, donc elle est immatriculée seulement depuis juillet de l'année passée. Donc ça fait qu'1 an que je roule avec. Ouais, en plaque en 7 alors. Ouais, c'est ça, oui. En belle plaque O. Et c'était quoi tes critères de recherche par rapport à... Une petite voiture sympa pour me faire plaisir, faire des balades le week-end. Comme un petit peu sportif, mais pas nécessairement une voiture de course, quoi. C'était pas ça mon but. Vraiment une voiture un peu sympa à conduire. Une GTI. Et voilà, une GTI, vraiment pour retrouver un peu des sensations plus traditionnelles, vraiment des vraies sensations, quoi. Pas quelque chose aseptisé avec tous les aides électroniques et tout ça qu'on a maintenant. Je vois. C'était ça le but et j'en suis très content parce que c'est vraiment ce que je cherchais. Et tu disais que tu as fait des travaux sur la voiture. Ah oui. Nous en dire un peu. Bon, j'ai dû faire quand même des travaux, tout ce qui est refroidissement, parce que Oui. il y avait des fuites, comme toute vieille voiture. Il y avait des fuites de refroidissement, d'huile aussi, fuites d'huile. Il y en a toujours maintenant, mais la plupart sont résolues. J'ai quand même une fuite encore au carter d'huile, carter de boîte. Carter d'huile moteur et carter de boîte. Voilà, sinon les frais, il y en a tout le temps sur des voitures comme ça, donc c'est jamais fini, je crois. Mais voilà. Faut la bichonner. Le maximum est fait pour qu'elle roule correctement sans souci. Ok. Et puis après, c'est tous les petits détails à corriger petit à petit. Pour la rendre plus parfaite encore. Bah oui, j'aimerais bien laisser le maximum dans son jus. Hein. Donc l'extérieur, j'ai pas l'intention de refaire une peinture. Elle n'est pas très abîmée. Peut-être la simoniser à coup, parce qu'il y a des petites griffes quand même de nettoyage dessus, des petits impacts, mais bon, même ça je m'en fous un peu. C'est vraiment la laisser au maximum dans son jus. Il y a vraiment que l'intérieur que j'ai refait parce qu'ils étaient vraiment trop abîmés. Le siège était vraiment trop abîmé, donc ça j'ai refait. Mais sinon, voilà, j'essaie de maximum le laisser dans son jus et en profiter comme ça. Et c'est une Verse Sorento, hein, c'est ça, Verse Sorento qui est sortie en 91, une édition spéciale. Enfin, pas une édition spéciale, mais c'était vraiment particulier parce qu'elle est sortie avec ce fameux intérieur vert, moquette verte et les sièges verts, carter vert comme ça. Donc ceux qui pensent que les GTI ont toute l'intérieur rouge, ils se trompent en fait. Ouais, c'est pas tout à fait vrai parce que la plupart des GTI ont l'intérieur rouge. Oui. C'est seulement à partir de, je crois, 91 qu'ils ont sorti la Sorento avec intérieur vert. Qui était aussi disponible en option sur les noirs. Et puis il y a eu la fameuse Gentry avec le moteur 105 chevaux, je crois que c'était une moquette grise. Oui, c'est une version plus chic. Hein, ça. Ouais, un peu comme la Clio Baccarat, etc. C'est vraiment un peu moins de chevaux, mais beaucoup plus de luxe à l'intérieur. Et puis il y a eu les Fat Série qui étaient avec des moquettes grises aussi. Donc voilà. À un moment, le rouge n'était plus vraiment désiré, voilà, la bonne. Donc voilà. Et c'est dingue parce qu'effectivement la 205 est à peu près de la même génération, en tout cas la tienne, que la Clio. Ouais. Alors que beaucoup la comparent à la R5 GT Turbo. Disons que ça s'est fait un peu sur les deux, parce que la R5 est sortie avant la 205. Oui. Et puis il y a eu la Super 5 qui est sortie vraiment, disons, une phase 2 de la R5. Et puis il y a la Clio qui est arrivée à la fin de carrière de la 205. D'accord.
Parce que la 205, en version classique, je crois qu'elle est restée jusqu'à 98. Hein. La GTI, c'est 95 les dernières, 94, pardon, 94 les dernières. Mais la 205 classique est restée jusqu'en 98. Oui. Donc de 82 ou 83 jusqu'à 98, ça fait quand même une fameuse carrière. Ça c'est clair. Ouais, juste avant l'arrivée de la 206 qui a été présentée elle, en 98, si j'ai bonne mémoire. C'est ça. Et je crois qu'il y a même eu un petit moment où il n'y a pas eu de série 2, enfin de 200. Ils ont arrêté la 205 avant de lancer la 206. Il me semble. Parce qu'il y avait la 106 qui reprenait un peu une partie de la clientèle et la 306 qui reprenait la clientèle un peu plus huppée, un peu plus... Recherche de confort. Voilà, ils ont fait vraiment... Ils ont divisé la gamme 205 en deux, avec la 106 qui était un peu plus petite et un peu plus jeune, et la 306 avec peut-être des familles, etc. Oui. Et ils se sont rendus compte à un moment quand même qu'il fallait un intermédiaire, donc ils ont ressorti la 206. Qui est aussi, comme la 205, a connu un grand succès. Oui. Ils en ont vendu quoi, 5,5 millions des 205 Oui, 205 ou un truc comme ça, ouais. Mais la 206 a encore mieux marché au niveau des ventes, hein. C'est un truc de fou. Hein. Oui, ça. D'ailleurs, tu vois même maintenant sur la route plus de 206 que de 207. Ah oui, parce que la 207, je crois que ça a été un peu, pas le flop, mais presque. Hein. C'était plus du tout la même mentalité. Là, avec la 205 et 206, on était des voitures légères, assez compactes. Fun à conduire, ouais. Et avec la 207, ils sont partis sur une voiture plus grosse. C'était la période un peu mon espèce de chez Peugeot. 307, oui. C'est ça, mais même la 307, ça allait encore, mais quand ils ont passé à 308 première génération, c'était... C'était un peu plus lourd dans le style, ouais, un peu ça, plus lourd à la conduite, vraiment plus embourgeoisé. Ouais, vraiment ça. Ouais. Pour revenir à la 205, ici c'est une 1900, c'est ça? C'est 1900, 122 chevaux, donc la version catalysée. C'est une version, enfin elle vient des Pays-Bas. Donc c'était un pays où les normes anti-pollution étaient plus sévères. Donc ils ont imposé le catalyseur plus tôt qu'en France. Donc je crois qu'en 93, je crois que les catalyseurs apparu en France, mais il y avait déjà des catalysés en 90, 91, aux Pays-Bas, en Allemagne et tout ça, c'était des pays beaucoup plus sévères. Donc ça c'est le 91, catalysé, décatalysé. Oui. D'accord, oui. Ouais, tu peux nous montrer le moteur? Oui, bien sûr. Hein. Donc tu as la petite trappe. La petite trappe, là, comme sur les voitures modernes, sur le côté, à côté du pédalier. Et le fameux moteur, où on voit le moteur, il n'y a pas de cache, à l'ancienne. Comme maintenant. Voilà, c'est ça. Ouais. On voit tout. Voilà. On voit le moteur, on voit les durites, on voit la batterie, on voit tout. C'est assez pratique pour quand on doit travailler dessus. Et tu as remplacé les durites, c'est ça que tu me dis? J'ai remplacé la plupart des durites, ouais. Parce qu'elles étaient complètement poreuses, donc c'était une catastrophe. Et tu as installé un nouveau radiateur. Nouveau radiateur, ouais. Et tu nous racontais tout à l'heure que donc, ceci qui est en couleur beige primaire, avec le numéro de châssis là-bas, si quelqu'un tombe sur une 205 ou ce n'est pas de cette couleur-là, c'est que c'est pas d'origine. En origine, ça existait en primaire et je crois encore en noir aussi, en noir, un noir satin, je crois. Ouais. Mais si elle s'est peint couleur carrosserie, soit elle a été remplacée soit suite à un choc ou quoi, soit c'est parce que la personne a voulu faire une peinture, donc, mais ce n'est plus d'origine. D'origine, elle ne doit pas être de la même couleur que la carrosserie. Elle doit être soit beige comme ça, soit en noir. C'est une petite particularité parce que c'est pas très joli, mais ça en fait, voilà, c'est un petit détail comme ça. Directement, on reconnaît. Justement, pour quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire, il penserait que, voilà, en regardant la tienne, justement, c'est le contraire, qu'elle a été accidentée. C'est ce que j'ai pensé. C'est ce que j'ai pensé au départ. Voilà. Et puis je me suis un peu renseigné et j'ai vu que, allez, la plupart sont comme ça. Certaines sont noires, mais la plupart sont beige primaire comme ça. Ouais. Et c'est normal, sortez d'usine avec une traversée avant comme ça. Uniquement sur les GTI ou même sur les versions? Je ne saurais vraiment pas le dire ça. Non, attends, je ne saurais pas le dire. Je crois que c'est la même pièce que sur les classiques, donc c'est possible que... Je pense aussi, on essaiera de trouver la réponse. Ouais. Je ne me suis pas vraiment renseigné sur les autres, parce que je me suis vraiment concentré sur les 205 GTI pour connaître le maximum de choses, mais c'est vrai que les autres 205, je ne me suis pas vraiment intéressé. Ouais, l'intérieur, tu m'as dit que tu avais refait les sièges. C'est ça. Ouais, j'ai refait la sellerie, donc j'ai racheté des housses sur internet conformes à l'origine, donc c'est pas identiquement la même chose, mais c'est très proche. Ouais. Pour garder vraiment ce look qu'ils appellent cartet vert comme ça. Ouais. Ouais, tu disais vraiment le problème. C'était vraiment, c'est ça, le cuir sur chaque côté était usé, craquelé, déchiré, les coutures avaient sauté aussi.
Et puis même le tissu au milieu vert n'était plus vraiment vert, quoi. Il était plutôt dans le... Ouais, c'est ça, c'est plutôt dans le jaune. Le vert était carrément parti, quoi. Non, ça, quand j'ai changé les sièges, ça a vraiment fait une grosse différence à l'intérieur. C'est vraiment un coup de jeune, en fait. Écoute, quand tu la regardes comme ça, tu la croirais sortie d'usine, hein. Ouais. Vite fait. Ouais, vite fait, oui. Après. Parce que toi, tu la connais, si tu sais. Ouais, non. Il y a des défauts, etc. Mais... Non, franchement, elle est propre. J'ai de la chance parce qu'autant mécanique, là, au début, j'ai eu un peu peur avec tous les petits soucis que j'ai eu, mais c'était pas trop grave. Tu t'es dit, oula, qu'est-ce que j'ai Voilà, c'est ça. Et puis, quand j'ai changé les sièges, j'ai commencé à regarder, parce que j'avais déjà regardé en dessous de la banquette parce que c'est vraiment un des défauts. Hein. Ouais. En dessous de la banquette arrière, il y a souvent de la rouille. Dans les ailes, les bas de caisse. J'ai commencé à démonter un peu la moquette et tout ça pour regarder en dessous et aucune tache de rouille sur le plancher. T'as pas une mauvaise surprise? Juste un petit peu le bas de caisse droit, mais j'ai traité directement avant que ça se répande. Mais sinon, franchement, à ce niveau-là, au niveau corrosion, je suis très content. Oui, sous-bassement, etc. Ouais, non, franchement, il n'y a rien. Mais j'ai l'impression que, vu que c'est une version hollandaise, elle a été plus protégée en dessous. Alors, tu vois, le Blackstone, là, toi, en dessous. Ouais. Alors, il y a deux solutions. Soit c'est mis pour cacher, soit c'est mis pour protéger. Ouais. Alors, je sais bien que tout ce qui est Scandinave et tout ça, ils en mettaient d'origine pour vraiment protéger, pour le sel et tout ça. À mon avis, ils l'ont fait aussi sur celle-là parce qu'il y en a partout. Et quand j'ai gratté à certains endroits, il n'y a rien en dessous. Donc, c'est vraiment quelque chose, à mon avis, ils ont mis vraiment pour protéger d'origine. Ah bah tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est vraiment des bonnes nouvelles comme ça. Et j'ai vu tout à l'heure, donc tu avais verrouillage central, ouais. Vitre électrique à l'avant, comme je vois. Alors, les vitres électriques, c'est une option. Le verrouillage central, ce n'est pas la télécommande d'origine. C'est un antidémarrage qui a été replacé par après, je crois, en 98, donc un peu par 7 ans après. Ouais. Donc c'est un verrouillage de je ne sais plus quelle marque, mais vraiment un truc post-équipement, mais qui verrouille les portes et un antidémarrage. Donc si on ne pousse pas sur le bouton avant de démarrer, tourner la clé, ça ne démarre pas. Donc quelqu'un qui veut trifouiller le barillet et essayer de démarrer comme ça, la voiture ne démarrera pas. Je me souviens même que j'avais vu ça dans une Saxo, tu avais un code aussi. Ouais, ça c'était d'origine. Mais ici c'est pas d'origine, mais ça reprend le même principe. Et il y avait ça sur l'Exantia aussi, rien à voir. Mais... le code? Oui, le code. Ouais, ça reste PSA. Hein. Il y a beaucoup de 205 GTI qui ont été trifouillés électroniquement, etc. et qui ont des montages d'alarmes plus ou moins bien faits. Ouais. Elle n'est pas concernée. Non, franchement non. L'avantage c'est que... Ça a été fait dans une société, j'ai toujours la facture et tout. Hein. J'ai la facture de la société où ça a été monté. Ils ont monté la radio et le système anti-vol en même temps. D'accord. Avec l'alarme. C'est pas une alarme, c'est un anti-démarrage avec un verrouillage central. Et tu parlais tantôt des sièges que tu avais refaits. Ouais. On en voit beaucoup des 205 GTI sur les sites comme Benzine, comme Autoscoot, avec des intérieurs fatigués. Avec ça, je trouve ça génial de voir enfin une 205 GTI avec toujours les sièges aussi durs. Mais j'ai changé les mousses aussi, hein. Oui. Parce que les mousses, moi, elles étaient complètement fatiguées aussi et c'était une catastrophe. Hein. Donc les mousses là-ci, c'était complètement déchiré sur les bourrelets latéraux. Oui. Et fatigué sur les bourrelets vraiment du dossier. Donc j'ai pas chipoté, j'ai changé les mousses aussi. Remettre des mousses neuves sur des mousses qui sont déchirées, ça servait à rien. C'était voilà, donc j'ai tout refait. Tu me disais via Instagram que j'allais pas pouvoir rentrer dedans parce que c'est maximum 1m80, c'est ça? Ben moi avec mon 1m80 à l'avant, avec le toit ouvrant en fait, le ciel de toit est un petit peu plus bas. Donc avec mon 1m80, je suis à 2 cm du plafond, quoi. Donc d'accord, ouais, je vois. Les sièges sont fort hauts. C'est particulier aussi au niveau de la conduite. C'était, je crois, un défaut dont il parlait à l'époque, c'est que la conduite, on est fort haut par rapport au volant. Et c'est pas une position de conduite très sportive. Mais bon, on s'amuse quand même bien avec. Mais je veux dire, c'est pas comme une sportive. On est vraiment au fond sur le plancher avec le volant bien devant. Donc là, on est quand même assez haut. Ce qui permet de bien voir la route, mais voilà. Le capot assez droit qui permet de voir les... Ouais, c'est ça, on voit bien les coins. Et je suis impressionné par les grandes surfaces vitrées, en fait. Ouais, c'est ça, hein. Les vitres latérales et l'arrière, c'est énorme à l'arrière.
Le toit ouvrant était une option aussi en France. Je crois que quasiment toutes les Hollandais sont le toit ouvrant. Ouais. Donc c'était soit d'origine comme ça, soit c'était une option très prisée. Mais est-ce que il est électrique? Oui. Non, c'est un toit ouvrant manuel, mais en fait le système de joint se fait avec le master vac. Donc il faut que le moteur soit tournant et le joint se dégonfle pour pouvoir l'ouvrir. Et puis quand tu le refermes, il se regonfle pour faire vraiment le joint étanchéité. D'accord. C'est vraiment particulier et j'ai de la chance parce qu'à mon avis les propriétaires précédents ont bien utilisé parce qu'il y en a beaucoup où les gens forcent avec le moteur fermé, éteint, et donc tu uses le joint. Et donc après ça n'est plus étanche. Ça fonctionne quoi, par dépression? Dépression, ouais. C'est vrai, c'est branché directement sur le master vac. Ouais, et donc c'est un système de dépression. Tu vois vraiment le joint qui se dégonfle, et puis après tu sais ouvrir le toit ouvrant. Tu peux nous montrer? Ouais, bien sûr. On démarre la voiture. On va pousser sur le bouton. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais le joint ici il se dégonfle. À mon avis, vous l'avez entendu quand même. Oui. Et puis là, à ce moment-là, hop, on ouvre. Donc ça fait un beau toit ouvrant quand même. C'est le joint ici à l'intérieur? C'est ce joint-là, en fait, tu vois, il se gonfle. Je vais regonfler, peut-être qu'on va le voir. Voilà. Oui. Ah oui, c'est vraiment particulier. C'est vraiment pratique parce que ça fonctionne bien, mais il faut bien l'utiliser. Et c'est ça qui évite les pertes d'eau dans l'habitacle. Oui, c'est ça, bah, ouais, c'est ça qui assure l'étanchéité du toit. Ouais. Parce qu'on a un joint qui fait tout le tour, donc c'est vraiment étanche sur la surface, sur le verre du toit ouvrant. C'est vraiment... c'est une particularité, je n'ai jamais vu ça sur un autre modèle, mais ça fonctionne vraiment bien. Est-ce que c'était trop coûteux à mettre en place? Je sais pas. Mais voilà, quand je remets, je fais juste ça, et ça regonfle, et ça, le joint se replaque contre la vitre, et ça fait étanchéité. C'est génial, c'est excellent. Et technologie. Hein. C'est pour ça qu'on fait ces vidéos-là, pour découvrir des petits détails des voitures. Ouais, bah oui, mais... Soi-disant archi connus, mais... ouais. Mais c'est vrai. Tout à l'heure, quand je me suis mis au volant, tu avais 217 000. 217 000, oui. Je l'ai acheté à 214 000, quelque chose comme ça. Ouais. Donc en un an, j'ai fait 3000 km. Voilà. Ah, c'est correct. Ouais, c'est correct. Surtout que l'hiver, j'ai pas roulé avec, donc vraiment... Oui, forcément. Ouais. Je roule pas bon temps. Quand il pleut un peu, je roule aussi. Ouais. Pas nécessairement énormément, mais je fais pas vraiment attention au temps. C'est vraiment quand j'ai envie et que j'ai le temps pour faire un petit tour, bah je le fais. Bah ouais, comme tout propriétaire d'ancien véhicule. Ouais, ça. Bah, je sais bien qu'il y a un certain qui vraiment attendent qu'il fasse bon, mais moi même quand il pleut un peu ou qu'il fait un peu gras, ouais, j'y vais et je fais attention et on profite quand même. Sinon en Belgique... Sinon ici en Belgique tu roules jamais, comme tu dis, ouais, c'est ça. Ouais. Écoute, c'est la première fois ici que je me mets vraiment dedans, franchement. On est bien mis, franchement les sièges sont confortables. Franchement t'es bien mis. T'es bien mis. Et comme je te dis, toi, quand je me mets bien au fond de mon siège, toi, je suis sur le toit, toi. Ah oui, c'est vrai. Donc il faut me mettre un peu avachi, un peu confort, tu vois, et là je suis bien mis. Voilà, là je suis bien mis et tranquille. Impeccable. Ouais. Bah il y a des défauts, tu vois, il y a le tableau de bord un peu blanchi, il y a des petits coups sur le tableau de bord, enfin vraiment des trucs, des petits détails qui font qu'on voit que c'est une ancienne voiture, mais ça reste très propre. Entre nous, tu reprends un véhicule de client qui a 3-4 ans. Ouais. Des fois, mais il y a des maladies aussi sur ce véhicule-là. Là, le monnayeur, bah, il casse. Alors ça, c'est plus d'origine, c'est une refabrication. J'ai dû le changer parce qu'il était cassé. Ouais. Les petits ressorts, les petites charnières qui cassent, donc j'ai dû changer le monnayeur. Ouais. Mais en général, c'est la casquette de compteur qui fond là et qui fond là. Et je n'ai pas les fissures, donc touchons du bois. Il n'y en a pas ici, mais... Si tu avais déjà un peu regardé le prix de certaines pièces, par exemple la casquette que tu... la casquette, tu sais pas l'avoir. Introuvable. Introuvable, donc tu dois retrouver les tableaux de bord, mais GTI, c'est spécifique à GTI et la XS, je crois. Parce que tous les autres, en fait, une double casquette, en fait, ici, le compteur qui est un peu plus petit, et au-dessus, tu as tous les témoins. Donc elle est vraiment deux parties. Vraiment deux parties. Donc cette casquette-là est vraiment spécifique à certains modèles, donc à la GTI, CTI, et je crois la XS aussi, et... je crois qu'il y a la version 5 portes chez les AGS ou je sais plus comment, mais c'est vraiment spécifique à ces modèles-là. Ouais. Et c'est vraiment, voilà, c'est pour retrouver ça, il faut voir s'il y a des refabrications. C'est possible qu'il y ait des refabrications sur certaines pièces, mais pas tout.
Ouais. Enfin, comme le monnayeur, c'est un truc qui a été refabriqué parce que c'est systématique, ça casse. C'est vachement fragile. Les gens allaient dedans et toi, regarde. Tu le vois, voilà, si tu vois, chipotes un peu trop avec. Voilà, c'était pas très bien pensé à l'époque, donc ça casse vite. Mais bon, voilà, ça on a su retrouver. Ouais. Mais il y a des choses, si je me dis si ça casse, il y a des choses, je sais bien, je ne saurais pas retrouver en refabrication. Mais la refabrication, c'est pas non plus une si bonne qualité. Hein. Ouais, En général, c'est plus cher et la qualité est moins bonne. Donc, ouais, ben c'est comme sur les Mazda MX-5, vraiment les premières, où tu as vraiment l'encadrement de ta console avec les 2 aérateurs. Le plastique, ben, il est aussi bien que ça. Et ils sont frauduleux. Oh, ouais. Et si tu veux ça nouveau, ben, tu as 140 €. Ouais, mais ça, c'était 90 € le meilleur. 90 avec les frais de port. Donc, Porte bien son nom. voilà. Ah ouais. Non, mais c'était un capot qui ne tenait plus. Le propriétaire précédent l'avait recollé avec la double composant, mais de travers. Donc, franchement, c'était dégueulasse. Oui, Donc, ça, je me dis, limite, c'est un truc important quand même, visuel du tableau de bord. Parce que le truc était mis de travers. Moi, je me dis quand même. Bon, moi, je suis dans ma voiture, c'est ce que je vois quand même en premier. Voilà. Il y a plein milieu, donc. Là-bas en dessous, ben, à la limite. Voilà, c'est ça. Donc, je me suis dit, ça, je change. C'est un des premiers trucs que j'ai changé vraiment pour l'habitacle. En me disant, voilà, ça, je le fais pour mon visuel. Parce que quand je roule et que je vois un truc qui tient pas et qui est mis de travers, voilà. C'est pas top, ouais. Parfait. Piqué sur la Dossa, oui. Piqué. C'est une slip de 4 places, ça. Ben, normalement, il y a 5 ceintures, mais je vois pas comment on met une personne au milieu en fait. Et bah franchement, du haut de mon mètre 93, je touche, mais referme un peu le siège. Ben, c'est pas pire que la Fiat coupée qu'on avait essayé. Et encore, le siège, tu peux l'avancer encore. Je sais pas, peut-être que Julien pourrait l'avancer un peu. Magnifique. Là, je peux même étendre les jambes, glisser mes pieds sur le siège. On part à la Côte d'Azur. Et mes jambes tendues, hein. Ouais, franchement, il y a de la. On voit bien les coins de la voiture, donc quand tu vas faire des manœuvres ou même rouler comme ça pour la placer, c'est vraiment pratique. Est-ce que c'est vrai que le train arrière est baladeur? Oui. Quand j'avais toujours les pneus d'origine avec les jantes d'origine, je l'ai sorti 2-3 fois à la partir. Quand tu prends des virages pas trop rapides, oui, que tu as tendance à décélérer parce que quand tu as la circulation, donc tu peux pas taper dedans tout le temps, donc tu décélères un peu leur virage. Tu le sens vraiment le train qui a envie de partir. Mais depuis que j'ai mis ces roues aussi, avec des pneus vraiment semi-slick, ouais, ça bouge plus. Donc à mon avis, quand ça bougera, ça sera plus radical en fait. Ça sera d'un coup. Je vois. Mais ça sent le tête à queue. Tête à queue si j'ai de la chance. Mais là franchement comme ça ne bouge pas. C'est des pneus vraiment qui collent à la route avec les jantes PTS. Oui, qui sont des accessoires d'origine en fait. Accessoires d'origine d'époque, oui. Bon, ça c'est des neufs, c'est des refabrications faites par Speedline, donc la société d'origine, quoi. Oui. Ouais. Mais voilà, c'est les mêmes qu'à l'époque, mais elles sont neuves. Mais c'est des jantes un peu plus larges, un peu plus déportées, donc d'office la voiture un peu plus stable. Ça accroche bien, franchement. Je sens le train avant est beaucoup plus précis, encore qu'avant, alors que c'était déjà bien. Alors, on entend les plastiques, ça, défaut d'époque. Hein. Ouais. En même temps, les années 80-90, le plastique, t'en avais partout. Ouais. Et aussi, ça, c'est un peu le défaut des pneus, c'est que c'est des pneus avec des flancs très durs, donc ils ne se défendent pas dans les virages.
Le problème, c'est que du coup la suspension est un peu plus sèche. C'est quoi, des Toyo que j'ai vu, c'est ça? Toyo RAR, ouais. Ah ouais. Ça accroche bien, ça s'use sûrement très vite, mais bon, vu que je fais pas non plus 25 000 par an avec. C'est ça. Ça s'use très vite en kilomètres, mais ça dure longtemps au niveau de l'année, vu que tu ne roules pas beaucoup. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que je suis parti pour des pneus comme ça. Je me dis, de toute façon, les pneus, voilà, je vais pas les user souvent non plus, donc autant partir sur quelque chose de vraiment de qualité, qui tient vraiment bien. C'est excellent sur sec, c'est potable sous humide, donc ça va, franchement, à condition de faire attention quand même. Ouais, voilà. Mais voilà, de toute façon, je vais pas rouler avec quand il y a du verglas ou quand il y a des luges, quoi. Donc c'est vraiment quand les conditions sont quand même voilà, pas trop hard, quoi. Quand il pleut un petit peu, qu'il fait un peu pluvieux, bah ça va. Oui, sinon tu prends le Defender. Voilà, le reste de l'année, tous les jours, je roule en Defender. Ce sera d'ailleurs le sujet d'une prochaine vidéo. Ouais. Mais pas aujourd'hui. Ouais, ça ronronne bien quand même, hein. Ouais. Avec des petits crépitements comme j'ai entendu. Ouais, c'est vraiment sympa. Ouais. Des fois, ça pète vraiment des coups, mais c'est assez particulier parce que j'arrive pas à le reproduire quand je veux. Oui, c'est vrai que C'est vraiment. voilà. Franchement, si c'était pas une voiture, disons, d'un certain âge, enfin, je veux dire, avec un certain kilométrage et tout ça, bah, je roulerais bien tous les jours avec, quoi. Ouais, non, je me. Et niveau consommation, tu disais tout à l'heure, tu tournais à combien? Là, consommation, je suis quasiment à 10 litres. Ouais. 10 litres. Ça consomme un peu, mais il faut avouer que je roule jamais pépère non plus avec. Ah ouais. Je ne fais pas attention à la consommation, c'est une voiture plaisir pour me balader, donc. Et en même temps, c'est à chaque fois que tu la sors, tu regardes combien tu consommes, tu la laisses au garage. T'as pas touché? Si, Tu as touché. j'ai touché. Mais j'ai mes cheveux pour amortir, c'est vrai, je les ai laissés longs. Montre un peu tes cheveux. Ah oui, effectivement. On ressent toutes les sensations dans cette voiture. c'est Ouais, merveilleux. Ouais. Tu sens vraiment la route avec le volant, même avec sur le siège, tu sens les bosses. C'est pas aseptisé, ce qu'on disait tantôt avec l'électronique, le confort maintenant des voitures, tu ressens plus rien, quoi. Donc ça va moins bien qu'une voiture moderne. Tu prends les voitures modernes de la même catégorie, tu prends une 208 GTI ou même les Ford Fiesta ST ou n'importe quoi, ces voitures-là, ça va beaucoup plus fort. Même si c'est plus lourd, il y a plus de choses, ça va plus fort. Ouais. Tu n'as pas ces sensations-là. Donc ici, tu roules à 50 km/h, tu as déjà des sensations. Oui, c'est ça que tu ne retrouves pas dans les voitures Et que modernes. les voitures modernes, bah, les jambes, ils ont tendance à rouler hyper vite pour avoir des sensations. Oui, parce que voilà, les voitures modernes, à part pousser quand même assez bien, bah tu te fais chier, quoi. Ouais.
soit un cul-de-sac. Les aléas du direct. Ouais. Voilà. En plein cul-de-sac. Donc l'avantage de la grande vitre, de la grande lucarne arrière. Les marches arrière, facile. Est-ce que la 205 GTI va aussi vite en marche arrière qu'en marche avant? Je ne crois pas, mais ça va pas aller vite déjà. Oui, on va éviter. Alors, moi je suis prêt pour une coupure. Bon voilà, ok. Voilà, oui. Ah ouais. Là tu le sens vraiment. Vraiment à 4500 tours, on a l'impression que le moteur vraiment se libère et ça monte beaucoup plus vite dans les tours en fait. Donc il te reste plus que 1500 tours, mais vraiment c'est 1500 tours où tu le sens quoi. Ouais, t'as un coup de pied en fait. Ouais, t'as pas de turbo mais t'as vraiment l'effet quand même, vraiment comme si le moteur se libérait. Comme un VTEC chez Honda. Ouais, bah, mais ici je sais pas ce que c'est juste un moteur XU. Ouais. Voilà, c'est... Le 1900 il vient de la 309 GT, je crois. 309 G... Non, c'est pas le même. En fait, c'est le moteur XU. Ils l'ont mis sur la 309, mais en GTI. Ils ont mis exactement le même moteur. D'accord. Et t'avais une version, un peu la version XS de la 309, Oui. qui était elle avec le 1600 GTI. Le 1600 de la GTI. Et j'ai oublié le nom de... C'est peut-être la 309 GT, je sais pas. Et là, t'avais le moteur de la 1600 GTI. 205 et non là après ils ont eu la 309 GTI avec le 19130 et puis il y a eu la fameuse 16S 16 soupape Oui, qui fait 160 chevaux. qui faisait 160 chevaux hein. Qui est le Saint Graal pour tous les amateurs de 309. Bah, c'est vraiment, à mon avis, c'est vraiment le Saint Graal des GTI de l'époque parce que c'était vraiment c'est une des meilleures GTI de l'époque. Peut-être pas la meilleure, parce qu'il y en a qui disent que c'est la meilleure, mais en tout cas c'est sûr et certain que c'était une des meilleures. Parce que ça faisait 900 kg, donc c'était pas beaucoup plus lourd qu'une 205, mais tu avais 30 chevaux de plus avec un moteur qui en voulait quoi. Et ça faisait quand même une différence. Impeccable. Ouais. Bien, Benjamin, merci beaucoup Avec pour plaisir. le petit tour et la petite présentation que tu nous as faite sur ta voiture. Bah, c'était avec plaisir. C'était bien sympa. Ouais, bah, Ouais. Donc comme on a dit, on se recontactera prochainement pour le Defender, ouais. qui promet d'être assez comico aussi. Ce sera différent mais comique. Donc à mon avis l'essai sur route sera moins sympa. Ouais, un peu plus bateau à mon avis. Voilà, mais c'est tout à fait différent, c'est aussi un peu atypique et voilà, c'est marrant aussi. Ah bah parfait, on le fera comme ça. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Tchuss. Et d'ailleurs, si vous aussi vous avez un véhicule un petit peu atypique à nous présenter, n'hésitez pas à nous contacter via notre page Facebook Propulsions Anciennes. Il faut contacter soit Nils, soit moi, Julien. On vous répondra dans les plus brefs délais. Sachez qu'on a pas mal de vidéos à faire jusque normalement fin août. Et on arrangera un petit rendez-vous ensemble, il n'y a aucun souci. Allez, merci, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit like, etc. Et à vous abonner. À bientôt.
Le tour de la